Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Louis Dubost. Je suis professeur à Sciences Po, professeur en IEP. Et professeur, c'est ce qui justifie ma présence ici au cours du Parnasse. Et je coordonne la préparation Sciences Po et je donne des cours en préparation IEP, cours de questions contemporaines. Ici, j'interviens pour vous présenter les concours de Sciences Po Paris et le concours des IEP de province, sachant que ce sont deux concours totalement différents pour des écoles qu'on a parfois tendance à confondre, d'autant plus que Sciences Po Paris propose des campus dits en région, donc des campus en province, et les IEP de province, eux, ne proposent que des campus en région, mais qui ont aussi le nom de Sciences Po, puisque le concours commun des IEP est le concours de ce qu'on appelle le réseau Sciences Po. Évidemment, ça entretient des confusions, c'est complètement normal, et il s'agit ici pour moi de présenter ces écoles, de distinguer ces écoles, de présenter les concours qui permettent à différents niveaux d'y accéder et de vous expliquer comment il me semble qu'au cours du Parnasse, nous sommes disposés à vous apporter toute l'aide nécessaire pour vous permettre de rentrer dans les meilleures conditions. Donc, j'insiste là-dessus parce que, commençons par la scolarité à Sciences Po Paris, vous voyez qu'ici, sur cette carte, vous avez la géographie de Sciences Po, donc, qui a sa base à Paris, et puis vous avez l'ensemble des écoles, ce qu'on appelle les IEP, les instituts d'études politiques qui se trouvent en région. Ça, c'est déjà important. Sciences Po Paris et les IEP sont des écoles totalement différentes, qui n'ont aucun rapport. Alors que les campus en région de Sciences Po Paris sont totalement des campus, des succursales de Sciences Po Paris. C'est Sciences Po Paris simplement qui s'est délocalisé en région ponctuellement. D'accord ? Donc, retenez, pour ce qui est du cours du Parnasse, qu'on vous proposera plusieurs formules. La préparation à Sciences Po Paris, avec un campus à Paris et des campus en région. Un vœu sur Parcoursup. On proposera aussi la préparation du concours commun des IEP. Vous pouvez, à cette occasion, ça vous prend un vœu sur Parcoursup, présenter 7 écoles différentes via un seul vœu, un seul concours, un seul jour de passage des épreuves, en l'occurrence cette année le 26 avril 2025. Et ce concours commun des IEP vous permet de passer les IEP de Lille, de Lyon, de Strasbourg, d'Aix-en-Provence, de Toulouse, de Rennes, de Saint-Germain-en-Laye. D'accord ? Et vous avez à côté deux autres IEP qui ne sont pas Sciences Po Paris, mais qui ne sont pas non plus intégrés au concours commun des IEP. Ces deux IEP à part sont celui donc de Bordeaux et de Grenoble. Vous pouvez bien sûr y candidater, avec des modalités particulières, mais ce sont à chaque fois des écoles qui vous demandent un vœu à part entière sur Parcoursup. Un vœu pour l'IEP de Bordeaux, un vœu pour l'IEP de Grenoble, alors que c'est seulement un vœu pour les 7 IEP du concours commun. D'accord ? Bon. Premier élément. Alors, je vais rentrer bien sûr dans le détail un peu de la préparation de ces différents concours, mais gardez en tête qu'il faut déjà savoir si réellement ces écoles vous intéressent, si elles sont adaptées aussi à votre profil et si vous avez toutes les chances d'y rentrer. Même si, j'insiste là-dessus et je vais détailler dans un instant, les conditions d'entrée à Sciences Po Paris, un dossier à remplir dans l'année, puis un oral, ne convoquent pas les mêmes compétences et les mêmes qualités que les conditions d'entrée en IEP qui reposent exclusivement sur des épreuves. C'est donc très différent. Enfin, retenez quand même que Sciences Po comme les IEP font appel à un fort attrait pour les sciences sociales, l'histoire, la philosophie politique, la sociologie, en premier chef, évidemment, l'économie. Un levier qui est très important un accent qui est mis sur l'international. Vous avez une troisième année qui se passe à l'international, que vous rejoigniez un IEP ou que vous rejoigniez Sciences Po Paris. Mais de toute manière, si vous allez à Sciences Po, vous devez vous poser la question de l'insertion de la France dans la mondialisation, de la réflexion sur les relations, les synapses entre la France et ses pays amis, éventuellement ses partenaires économiques, pourquoi pas ses adversaires. Vous devez faire un effort pour vous décentrer. Renoncer à un point de vue strictement européocentré, occidentalocentré pour envisager les différentes facettes des relations internationales et géopolitiques. Vous devez pratiquer des langues étrangères. Certains campus même sont intégralement anglophones, comme le campus euro-américain de Reims.
Bon, enfin, le programme Europe-Amérique sur le campus de Reims, qui contient aussi un programme francophone, lui centré sur la relation entre la France et l'Afrique. Et enfin, n'allez à Sciences Po que si vous êtes porté par des ambitions louables, certes, mais aussi importantes, que si vous avez envie de faire des études longues, difficiles, qui parfois vont exiger non seulement que vous passiez ce concours très exigeant qu'est Sciences Po ou les IEP, mais que derrière, niveau Bac+5, vous présentiez de nouveaux concours pour rentrer à l'INSP, par exemple, hein, le nouvel ENA, pour être haut fonctionnaire, que vous cherchiez à devenir magistrat ou magistrat en passant l'ENM, et une foule d'autres concours, pour vous trouver demain dans une situation d'autorité. C'est quand même ce qu'on attend aussi des dirigeants de Sciences Po. On leur reproche d'ailleurs assez, il faut le leur reconnaître, c'est qu'ils constituent l'élite administrative et entrepreneuriale de notre société. Et il faut que ce soit une position, disons, de prestige qui vous intéresse. Est-ce que vous avez envie d'être sous le feu des projecteurs parfois, de donner des ordres, de commander, de piloter, d'assumer la responsabilité de décisions que vous aurez prises et qui vous incomberont? Bon, ce sont des choses évidemment qu'il faudra laisser filtrer dans votre dossier pour la candidature Sciences Po et qui doivent correspondre aussi aux ambitions que vous portez pour trouver toute votre place dans cette école. Sciences Po donc. Et là, ce que je vous dis, ça compte aussi, hein, en bonne partie, sinon je le soulignerai, pour le concours des IEP. Sciences Po, c'est une école en 5 années. 5 années pour Sciences Po, d'accord? D'abord, 2 années de bachelor. Vous allez suivre des cours soit à Paris, soit dans un campus en région de Sciences Po. Une 3e année qui est intégrée au bachelor, mais qui ne se suit pas sur le campus que vous aurez rejoint après votre baccalauréat, puisque cette 3e année, c'est une année à l'international. Vous rejoindrez une des universités partenaires de Sciences Po, et vous y passerez 1 an, vous suivrez des cours dans cette université avant de revenir en France pour faire votre master. Et donc derrière ces 3 premières années, dites du bachelor, 2 années sur le campus, une 3e année à l'international, vous avez 2 années de master qui se situent toujours à Paris. Ça, c'est une particularité de Sciences Po. Vous pouvez faire votre bachelor à Paris, une 3e année à l'international, et ensuite revenir à Paris pour le master. Mais vous pouvez aussi, c'est le cas de la plupart des étudiants qui sont à Sciences Po, faire vos premières années dans un campus en région. Je les présenterai tout à l'heure, hein, Dijon, Nancy, Poitiers, Reims, Menton, Le Havre. Passer une 3e année à l'international et revenir ensuite à Paris en master. Retenez ça, tous les masters sont à Paris. Il n'y a pas à Sciences Po de master en région. Alors que pour les IEP, si vous rejoignez, mettons, l'IEP de Lille, par exemple, les masters ne sont qu'en région. Vous allez rentrer à Lille après votre baccalauréat, mettons, vous allez y passer 2 années, vous allez partir une 3e année internationale, et ensuite le master, vous allez le présenter à Lille, et vous allez revenir à Lille. Et vous allez faire toute votre scolarité à Lille, et vous serez ensuite diplômé de l'Institut d'études politiques de Lille à Lille. D'accord? Alors qu'à Sciences Po, pour ceux qui auront été dans un campus en région, vous allez vous exiler. Le terme est un peu inadéquat, mais vous allez vous transporter du campus en région jusqu'à Paris pour faire votre M1 et votre M2. D'accord? Bon. Ces masters à Sciences Po, un peu tôt peut-être là pour en discuter, tout du moins pour ceux qui présentent Sciences Po après le baccalauréat, même si dans votre dossier il faudra quand même en arriver à ce degré de précision, mais sans forcément trop vous appesantir. C'est peut-être plus essentiel encore pour ceux qui présentent Sciences Po là, au niveau Bac+3. Ces masters sont regroupés à Sciences Po au sein de ce qu'on appelle des écoles. Une école à Sciences Po, c'est une grappe de masters. D'accord? Et vous avez à Sciences Po 7 écoles, chacune contenant plusieurs masters. Et dans un dossier de candidature, que ce soit à Bac+0 ou que ce soit à Bac+3, vous devez, alors évidemment en insistant encore plus quand vous rentrez en master, mais il faut aussi le mentionner quand on rentre en bachelor, vous devez expliquer quel est, in fine, le master qui vous intéresse et à quelle école il est intégré, pour qu'on voit à quel point vous maîtrisez l'architecture un peu proliférante, c'est vrai, de cette école, que vous savez vous y repérer, et que vous ne voulez pas simplement rentrer à Sciences Po parce que Sciences Po est une école prestigieuse, non, que vous voulez rentrer à Sciences Po parce que Sciences Po correspond exactement à votre ambition intellectuelle, à votre ambition estudiantine et demain professionnelle. D'accord? Montrer une maîtrise, alors ça on verra ensemble évidemment en cours, mais montrer une maîtrise de l'organigramme de Sciences Po, des expressions propres à l'école,
hein, montrer que, bref, vous avez déjà un comportement, déjà un habitus, pourrait-on dire, pour être un peu sociologique, d'étudiant de Sciences Po. Et évidemment, on verra que vous avez une capacité à vous acclimater, à vous greffer dans cette école qui permettra à un jury de valider votre entrée beaucoup plus facilement, hein. Donc apprenez ce que c'est qu'une mineure, apprenez ce que c'est qu'une majeure, apprenez ce que c'est qu'une triplette, apprenez ce que c'est qu'une école, apprenez ce que c'est que le parcours civique, bon, apprenez ce que sont les cours de formation commune, quel est le statut d'un séminaire, pourquoi un séminaire c'est la même chose qu'un atelier, qui n'est pas la même chose qu'un cours magistral, enfin, voilà, quels sont les cours qui vous intéressent le plus, pourquoi, le nom des enseignants, l'intitulé des cours, bon, tout ça évidemment peut paraître là comme ça, dit de but en blanc, peut-être un peu mystérieux, mais justement, ce sont ces termes un peu folkloriques, ce sont ces termes du jargon de l'étudiant qu'il faut maîtriser pour montrer que vous faites déjà partie de cette communauté. D'accord ? Bon. Je vous le disais tout à l'heure, il faut distinguer les IEP de province. Je vous ai présenté, enfin vous les avez vus là sur la carte il y a un instant, je vais y revenir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, des campus de Sciences Po en région. Ce qui me permet quand même de rappeler comment se passe l'intégration à Sciences Po, avant même de revenir sur la constitution du dossier de candidature. Lorsque vous présentez Sciences Po à Bac plus 0, d'accord, donc après le baccalauréat, l'année où vous allez passer le baccalauréat, vous avez le choix entre candidater à Sciences Po programme général et double diplôme. Programme général vous prend un vœu sur Parcoursup, le double diplôme vous prend un autre vœu sur Parcoursup. D'accord ? Vous pouvez présenter, si vous le souhaitez, seulement Sciences Po en programme général, ou seulement un double diplôme, ou 2 doubles diplômes, ou 3 doubles diplômes. Libre à vous. Néanmoins, attention, je vous rappelle que vous n'avez que 10 vœux sur Parcoursup. Si vous choisissez de présenter Sciences Po en programme général et mettons 2 doubles diplômes, ça veut quand même dire que 3 de vos 10 vœux seront occupés par Sciences Po. C'est un peu risqué. Sciences Po est une école extrêmement prestigieuse, difficilement accessible. Hein, c'est une école qui, à peu près, a un taux de réussite de 7% quand même. Vous avez donc, statistiquement, 93% de chances de ne pas rentrer à Sciences Po. Pensez donc bien à diversifier vos vœux au maximum. Bon. Là, en l'occurrence, ce que vous avez sur cette carte, c'est Sciences Po programme général. Vous candidatez, c'est le cas de l'immense majorité des candidats, au programme général de Sciences Po. Un vœu sur Parcoursup qui se subdivise en 2 sous-vœux. D'accord ? 2 sous-vœux. Chaque sous-vœu correspond à ce qu'on appelle à Sciences Po une mineure. C'est-à-dire un programme rattaché à un campus spécifique, programme qui se fait fort de vous permettre d'analyser une zone géographique déterminée. Chaque mineur a donc une zone qui lui est appropriée. Si vous allez par exemple à Sciences Po Paris, campus de Poitiers pour votre bachelor, vous allez étudier les relations entre la France et l'Amérique du Sud. Si vous allez sur le campus, vous l'avez sur la carte, de Menton, les relations entre la France et le Proche-Orient. Si vous allez sur le campus du Havre, entre la France et l'Asie. Campus de Reims, qui est le plus gros campus pour les étudiants de première année, 2 programmes, 2 mineurs. Je vous le disais tout à l'heure, une dite EURAM, Europe-Amérique, pour étudier les relations entre la France et l'Amérique du Nord, une EURAF, Europe-Afrique, pour étudier les relations entre l'Europe, enfin la France et l'Europe plus largement, et l'Afrique. D'accord ? Le campus de Nancy, c'est pour l'Allemagne. Le campus de Dijon, c'est pour l'Europe centrale. Le campus de Paris, enfin, et c'est bien le problème, est un campus généraliste. C'est-à-dire que vous allez étudier la France, les institutions françaises et les relations de la France avec le reste du monde, mais sans avoir de zone déterminée. C'est donc plus compliqué. Alors, c'est souvent un campus que vous demandez, parce que vous avez envie d'être à Paris, vous êtes déjà à Paris, vous voulez y rester, ou vous voulez venir à Paris parce que c'est l'adresse mythique, l'adresse matrice, et que Paris, bien sûr, tendance à satelliser les étudiants compte tenu de la riche vie intellectuelle et festive qui s'y déploie chaque jour. Mais c'est compliqué, en apparence tout du moins, de demander le campus de Paris, parce que comme il n'a pas de spécialisation, vous ne savez pas trop comment vous raccrocher à un programme déterminé, ou à un projet déterminé. Alors que, pas moi, sur Poitiers, vous pouvez très bien dire, mais moi, je m'intéresse depuis des années aux enjeux de l'Amérique du Sud, j'ai lu tel et tel ouvrage, j'y ai voyagé, etc., etc. Paris, difficile de se distinguer,
ce qu'on doit quand même faire dans un concours. Un concours, il répond à une logique aristocratique de distinction. Il suffit de se distinguer sur un programme qui est un programme par principe généraliste. Bon, là encore, je vous expliquerai comment il y a quand même quelques recettes à faire valoir pour rentrer néanmoins sur le campus de Paris, comment arriver à bien se positionner pour justifier le campus parisien. D'accord ? Globalement, j'anticipe là un petit peu sans doute, mais ne cherchez pas à sélectionner des campus en fonction de leur prétendue accessibilité. Je sais parfaitement que vous allez entendre dire que certains campus sont plus accessibles que d'autres, etc., etc. C'est largement faux. En réalité, tous les campus sont très difficiles. Alors certains le sont un peu plus, certains le sont un petit peu moins selon les années sans doute. Bon, oui, le campus ERAM, euro-américain, a la réputation d'être le moins accessible, plus difficile peut-être encore que Paris, mais il s'agit quand même de peu de choses, c'est infinitésimal. Ce qui va faire la différence, c'est surtout la cohérence de votre projet. C'est la force de votre projet, votre motivation, c'est ça. Même si vous demandez ERAM parce que vous vous intéressez beaucoup à l'Amérique du Nord, enfin si c'est celui que vous aimeriez demander, et qu'il est un tout petit peu moins accessible encore que certains autres campus, n'allez pas vous dire oui, mais je vais demander un autre campus parce que statistiquement j'ai un peu plus de chances d'y rentrer. Non, parce qu'il y a de fortes chances pour que votre dossier soit moins bon sur cet autre campus, que ça vous intéresse moins, que vous soyez moins motivé et que donc derrière vous soyez moins performant ou performant. D'accord ? Mais ce qui est important dans ce que je viens de vous dire, c'est que un programme général repose nécessairement sur 2 campus. Vous demandez 2 campus obligatoirement. Vous ne les hiérarchisez pas à l'écrit, vous les hiérarchiserez si vous êtes admissible et que vous passez l'oral. Vous direz lequel vous tient le plus à cœur, sans doute, pour des raisons bien sûr intellectuelles, donc pas vraiment à cœur, mais lequel vous intéresse le plus et lequel correspond le mieux à vos ambitions. Mais vous en présentez nécessairement 2. Il faut donc que vous demandiez à quel campus vous voulez candidater et que vous cherchiez à lier votre candidature sur ces 2 campus comme comme un seul et même vœu, si vous voulez. Il ne faut pas que vous vous disiez, bon, je candidate à Reims et par ailleurs, je candidate, mettons, à Dijon. Voilà. Mais c'est 2 vœux complètement distincts et ma foi, ça n'a pas grand rapport. Non, il faut que vous disiez, j'ai un projet, j'ai une ambition et ce projet peut aussi bien comme par une espèce d'effet de déploiement, aussi bien se réaliser sur le campus de Dijon que sur le campus de Reims. De toute façon, c'est comme une montagne qu'on peut monter par 2 versants différents. La cohérence du projet, c'est ça qui est absolument déterminant. D'accord ? À côté de ce programme donc général, au terme duquel donc vous serez soit recalé parce que vous n'aurez pas passé la barre de l'écrit, donc vous ne serez pas admissible, soit vous allez à l'oral, donc vous êtes admissible, vous passez l'oral, soit donc vous êtes à nouveau recalé parce que vos notes n'ont pas permis ici de vous garder, soit vous êtes reçu sur un des 2 campus. Mais j'insiste, vous ne pouvez être reçu que sur un des 2 campus. Jamais vous ne serez reçu sur les 2 campus, jamais on ne vous dira, bah voilà, madame, monsieur, vous avez fait une excellente performance, vous avez candidaté au Havre et à Menton, mettons, choisissez, vous avez été pris sur les 2. Non, on vous refuse toujours sur un des 2 campus et éventuellement, on vous admet sur l'autre. Bien sûr, vous allez hiérarchiser vos campus à l'oral, mais le jury peut souverainement décider de vous envoyer sur un campus qui n'est pas celui que vous aviez précédemment sélectionné. Ok ? Voilà. Donc sur Parcoursup, pas d'inquiétude, si vous êtes admissible, vous allez passer l'oral et vous allez forcément un jour recevoir un mail vous disant que vous avez été refusé sur un campus à Sciences Po. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez été refusé de Sciences Po. Vous pouvez tout à fait avoir été refusé sur un campus et avoir été admis sur un autre. Tous les élèves admis ont été aussi refusés. Ils ont été refusés sur le campus que le jury n'avait pas gardé pour eux. Okay ? À côté de ce programme général, vous avez le double diplôme. Le double diplôme est demandé par beaucoup moins d'élèves. Bon. Et il est généralement parisien. Ne nous mentons pas, la plupart des candidats qui demandent le double diplôme le font pour doubler leurs chances de rester à Paris ou d'arriver à Paris l'année prochaine. Bon. Un double diplôme, qu'est-ce que c'est ? C'est un partenariat entre Sciences Po et une université pour permettre aux étudiants qui suivent ce programme d'être à la fois diplômés de Sciences Po et de l'université partenaire. C'est lourd, d'accord ? Forcément, vous avez quasiment tous les cours de Sciences Po d'une année classique et quasiment tous les cours de la Sorbonne, mettons, d'une année classique. Donc, ça vous fait quasiment un emploi du temps qui a été doublé. C'est lourd, c'est exigeant, c'est en théorie plus difficile encore de rentrer en double diplôme, en DD, comme disent les initiés, que de rentrer en monocursus. Au sein de Sciences Po, on distingue les DD, double diplôme, et les monocursus. Bon.
Néanmoins, ça peut être intéressant de demander un double diplôme, surtout si vous avez une matière forte qui correspond à ces doubles diplômes. Si vous êtes très très fort en histoire, mettons vous avez été présenté au concours général en histoire en première, vous avez obtenu pourquoi pas un prix. Si vous aimez, vous découvrez cette année la philo et que vous trouvez ça absolument génial, vous pouvez demander le double diplôme lettres avec la Sorbonne, le double diplôme philo, le double diplôme histoire. Éventuellement, si vous avez un profil scientifique, le double diplôme mathématiques. D'accord ? Vous avez aussi un double diplôme à Reims. C'est le seul double diplôme avec un autre campus que le campus parisien, c'est à Reims, donc double diplôme sciences du vivant, donc qui aussi s'adresse au profil scientifique. D'accord ? Bon. C'est intéressant, double diplôme, c'est très exigeant, ça permet de doubler ses chances, puisque c'est une autre candidature, donc ça vous prend un vœu de plus sur Parcoursup. Ce sont des candidatures totalement parallèles et totalement indépendantes l'une de l'autre. Donc vous pouvez parfaitement être admissible à l'un et pas à l'autre, passer 2 oraux complètement différents, pas le même jury, être admis aux deux, et là c'est à vous de choisir, d'accord ? Ou être refusé aux deux. Bon. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas à justifier, quand vous allez passer votre oral de double diplôme, de votre candidature sur le programme général, et en programme général, on ne vous demandera pas si vous avez aussi été candidat à un double diplôme. C'est totalement différent. Okay ? Textes différents pour la majorité d'entre eux. Certains textes, néanmoins, vont se recouper. Mais là, il est encore un peu trop tôt dans l'année pour faire le point là-dessus. Ça, ce sont les doubles diplômes avec des universités françaises. C'est le plus simple. Candidature sur Parcoursup, aucun surcoût par rapport à une scolarité classique à Sciences Po. D'accord ? Vous avez aussi des doubles diplômes avec des universités étrangères. Là, je rentre un petit peu dans le détail, donc je me permets d'aller un petit peu plus vite. De toute façon, si vous avez la moindre question à me poser, vous nous contactez évidemment, et je reprendrai ça avec vous ensuite sur mesure au cas par cas. Mais distinguons là encore les universités étrangères européennes et plus largement non anglo-saxonnes, des universités étrangères anglo-saxonnes. Les universités européennes et non anglo-saxonnes, la candidature se fait sur Parcoursup de manière classique. D'accord ? Par exemple, Freie Universität de Berlin. En revanche, les candidatures, elles se font néanmoins, elles sont effectivement sur Parcoursup, mais attention, le calendrier n'est pas tout à fait le même. Les candidatures étrangères avec des universités anglo-saxonnes, c'est totalement hors de Parcoursup. Le calendrier est différent et surtout les coûts ne sont pas les mêmes. C'est beaucoup plus cher. Et dans ces cas-là, le dossier est intégralement en anglais d'ailleurs. Faites attention à ça. Bon, mais là, je m'adresse à très peu de candidats potentiels. Ça peut arriver, bien sûr, mais enfin, l'immense majorité d'entre vous passera par le programme général uniquement. Quelques-uns, et ça me semble plutôt stratégique, hein, quelques-uns demanderont 1 ou 2 doubles diplômes plutôt que des universités françaises. Rares sont ceux qui vont passer par des universités étrangères, mais ça arrive, d'accord ? C'est tout à fait possible. Avec UCL, par exemple, on a des candidats tous les ans. C'est évidemment intéressant. Il faut répondre spécifiquement aux attentes du concours. Il faut bien maîtriser l'anglais, évidemment. Il faut être prêt à faire un oral intégralement en anglais. Il faut savoir que les frais de scolarité derrière peuvent être beaucoup plus importants. OK ? Et évidemment, la scolarité n'est pas la même, ça va de soi. C'est-à-dire que si vous êtes en double diplôme avec la Sorbonne, vous allez, sans perdre d'année, suivre la même semaine des cours à Sciences Po et à la Sorbonne. Vous avez un jour à Sciences Po, enfin une matinée à Sciences Po, une matinée à la Sorbonne. Bon, effectivement, ça vous transformez un peu en balle de ping-pong entre la Sorbonne et Sciences Po, mais ça se fait. Si vous êtes en partenariat avec une université étrangère, il va de soi que vous ne pouvez pas faire l'aller-retour dans la journée. Dans ce cas-là, vous avez une année à Sciences Po, une année dans la fac étrangère, etc. On marbre ainsi votre scolarité. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous prenez un petit peu plus de temps, une année de plus, mais que ça vous permet d'être diplômé des 2 universités. OK ? Ensuite, on a les masters. Alors là, je vais évidemment un tout petit peu plus vite. Les 7 masters, enfin les 7 écoles que je vous présentais et les masters qui y sont rattachés. Néanmoins, vraiment, pour les candidats, même à Bac plus 0, dans votre dossier, il faudra que vous disiez, certes, je candidate au programme bachelor, mais j'ai envie en deuxième. Si jamais j'étais reçu à Sciences Po, je souhaiterais en deuxième année intégrer tel majeur. Économie et société, humanité politique, politique et gouvernement. C'est les 3 majeurs, si vous voulez, les 3 spécialités qu'on propose en deuxième année pour permettre déjà aux étudiants de s'orienter un petit peu. Et le choix de cette majeure est motivé par la volonté de rejoindre telle université en troisième année qui a tel programme qui m'intéresse pour pouvoir intégrer derrière tel master à Sciences Po. Je précise également ici que, parce que ça c'est une caractéristique de Sciences Po par exemple par rapport à l'ESPOL, une école de sciences politiques à Lille, quand vous rentrez à Sciences Po à Bac plus 0, on vous garantit une place en master. Vous avez 5 années de garantie à Sciences Po. Certes, quelques masters, assez rares, mais quelques masters sont sélectifs, y compris pour des étudiants de Sciences Po. Par exemple, le master de l'école de journalisme, il n'est pas ouvert à tout le monde, il faut présenter un dossier.
Vous n'êtes pas sûr d'être retenu. Mais même si vous candidatez à un de ces quelques, qui sont très rares, mais un de ces quelques masters sélectifs et que vous n'étiez pas pris ou pas pris, vous auriez des places qui vous seraient assurées dans l'immense majorité des autres masters. Vous ne pouvez pas vous retrouver à la fin de votre troisième année, le bec dans l'eau, avec une école qui vous dit non madame, non monsieur, on ne vous garde pas en master parce qu'on a eu des candidatures extérieures qui étaient plus intéressantes et on leur a donné votre place. D'accord À l'ESPOL, par exemple, il faut que vous recandidatiez en master. C'est ni mieux ni moins bien. C'est une autre politique d'établissement. À Sciences Po comme en IEP, vous avez de toute façon, si vous rentrez, une place en master qui vous est assurée. Ok ? Alors, je bascule sur les IEP, avant de revenir sur le concours. Il n'y a pas une différence majeure entre Sciences Po et les IEP. À vrai dire, les IEP qui montent plutôt en niveau ces dernières années, même franchement. Les IEP sont aujourd'hui plus prestigieux sans doute qu'ils n'ont jamais été, mais il n'empêche qu'ils le sont encore un peu moins que Sciences Po Paris, c'est vrai, et qu'ils cherchent à imiter Sciences Po et à profiter du prestige de la marque Sciences Po. Donc évidemment, la scolarité que vous allez suivre en IEP ressemble beaucoup à Sciences Po. Ce qui est plutôt intéressant pour vous, parce que ça permet à des candidats qui sont rentrés en IEP de présenter un dossier pour rentrer à Sciences Po Paris en master. C'est jamais sûr. Sciences Po, c'est très exigeant. Donc vous pouvez tenter de candidater avec une licence, c'est-à-dire un niveau Bac plus 3 pour rentrer à Sciences Po en master. Quel que soit votre niveau Bac plus 3, vous pouvez candidater à Sciences Po. Évidemment, plus vous êtes dans une école prestigieuse et meilleures auront été vos notes et meilleures seront les recommandations de vos enseignants, plus vous aurez de chances de rentrer. Bon. C'est parfois totalement hors de portée, et ça reste dans tous les cas très difficile. Donc, il y a toujours plus de chances que ça ne marche pas plutôt que ça marche. Mais il n'empêche que pour Sciences Po, si vous êtes dans un IEP, sachant que la scolarité est la même, que les enseignants sont parfois les mêmes, regardez, c'est un peu mon cas, j'enseigne et à Sciences Po Paris et en IEP, forcément, la greffe se fait un peu plus facilement parce que ce sont les mêmes méthodologies, parce que ce sont les mêmes cours qui ont été étudiés, parce que globalement, c'est la même culture. C'est jamais garanti, loin s'en faut, j'insiste. Il y a même toujours peu de chances statistiquement que ça fonctionne, tant c'est exigeant, mais c'est vrai que ça vous met quand même, disons, dans de bonnes conditions. Curiosité intellectuelle, ambition, là aussi troisième année à l'international, donc une forte appétence pour les voyages et pour la réflexion sur l'insertion, y compris que critique, mais de la France dans la mondialisation. Voilà. Même principe, là, rien ne change. Vous avez donc je vous remets c'est une nouvelle carte, mais vous voyez à nouveau s'afficher ici les masters, les écoles des IEP de province, qui sont donc à chaque fois des écoles autonomes, j'insiste, et pas du tout comme les campus en région de Sciences Po Paris. Il faut avoir une double grille quand on présente les IEP du concours commun. Le prestige de l'école et les spécialités marquées par ces écoles. D'abord le prestige. Bon, oui, certains IEP sont plus prestigieux que d'autres, c'est vrai. On ne va en IEP que lorsqu'on est un bon ou un très bon élève. Mais pour ce qui est de Sciences Po Paris, à peu près 95% des étudiants qui rentrent, on la mentionne très bien. Et en IEP, on est un tout petit peu en dessous de 90% de mémoire. Donc, vous voyez, il n'y a pas un monde entre Sciences Po Paris et les IEP pour ce qui est du niveau des lycéens. Même si ce ne sont pas tout à fait les mêmes qualités, je vous le disais, parce que les concours ne sont pas les mêmes. Bon. Mais donc, ayez en tête Sciences Po Paris. Si vous vous dites, la mention très bien est à portée de main. À portée de main, ça ne veut jamais dire que c'est garanti. On peut toujours, même le meilleur, trébucher à un examen ou un concours. Il n'y a pas de honte à ça. Mais si vous vous dites, moi, je me bats pour la mention très bien, Sciences Po Paris, ça se tente sérieusement. Si vous vous dites, et il n'y a aucune honte à ça, si vous dites, non mais moi, je me bats, je suis entre 13 et 14, je me bats pour la mention bien, je crains franchement que vous ne gâchiez un vœu sur Parcoursup en demandant Sciences Po Paris. Les IEP, c'est différent, parce que comme je vais vous l'expliquer dans un instant, comme c'est un concours qui repose sur des épreuves, si vous êtes un bon élève, même si vous n'êtes pas excellentissime et que vous investissez beaucoup dans la préparation, vous avez vraiment une chance de le décrocher. D'accord ? Et parmi ces écoles, certaines sont plus prestigieuses que d'autres. Bon, alors non, mais mettons de côté deux cas particuliers, je vous l'ai cité tout à l'heure, Bordeaux et Grenoble. Grenoble, c'est un dossier, puis ensuite un oral qui se fait sur l'analyse d'un dossier que vous recevez en amont. Par exemple, l'année précédente, le dossier portait sur sport et politique. Les étudiants compulsaient le dossier et ensuite passaient un oral d'un quart d'heure à peu près pendant lequel ils devaient répondre à des questions sur la reconnaissance du dossier, leur propre réflexion concernant les liens entre le sport et la politique. Bon. Le dossier change évidemment tous les ans. Le thème sera donc neuf l'année prochaine. On comprend bien pourquoi en 2024, la question du sport avait été sélectionnée en France. L'IEP de Bordeaux,
est beaucoup plus prestigieux que l'IEP de Grenoble. C'est sans doute le meilleur des IEP, tout concours confondu. Hein. Il tutoie quasiment le concours de Sciences Po Paris. Mais il a une qualité et un défaut. La qualité, c'est que c'est très simple d'y candidater. Il suffit d'envoyer ses bulletins et une toute petite lettre de motivation. Mais comme l'analyse des dossiers repose exclusivement sur les bulletins et largement donc sur les notes, si vous n'avez pas de très bonnes notes, vous n'aurez aucune chance d'être admissible et d'ailleurs admis au concours. Voilà. Vous ne pouvez pas compenser éventuellement quelques petites faiblesses par la finesse de la rédaction de nombreux textes, comme c'est le cas à Sciences Po Paris. Donc vous êtes prévenus. IEP de Bordeaux, disons que il s'adresse aux candidats à partir de 18 sur 20. Entre 17,5 et 18, allez, pour être généreux, quoi. À partir de 17,5, vous avez le droit de le regarder, et à partir de 18, vous pouvez candidater de manière sereine, tout en sachant qu'évidemment, c'est très exigeant, mais vous pourrez sérieusement compter sur vos chances, hein, sans espérer simplement profiter éventuellement d'un appel d'air une année où il serait un peu moins demandé. D'accord, donc 17,5, 18, là ça devient jouable. En deçà, à mon avis, ça l'est pas. Ces deux IEP étant mis à part, sachant qu'évidemment, nous, au cours du Parnasse, hein, on vous entraînera à l'IEP de Grenoble si vous souhaitez, à l'IEP de Bordeaux, on relira la lettre de motivation, je vous entraînerai ensuite sur le modèle spécifique de l'oral de l'IEP de Bordeaux, qui ressemble beaucoup à l'IEP de Paris, simplement c'est un peu plus court, c'est 20 minutes d'oral au lieu de 30 minutes pour Sciences Po Paris, mais on vous entraînera à tout si vous le souhaitez. Bon. Maintenant, le concours commun des IEP. Concours commun des IEP, je vous le disais, question de la spécialisation et question du prestige. Clairement, parmi les 7 écoles du concours commun, 3 se démarquent nettement, Lille, Lyon, Strasbourg. Voilà, ce sont dans cet ordre-là, les 3 écoles les plus demandées. J'insiste, les autres ne sont pas de mauvaises écoles, n'y vont que de très bons étudiants, mais c'est vrai qu'elles sont un peu moins demandées, un peu moins prestigieuses, mais donc aussi un peu plus accessibles. Bon. Libre à vous, si vous le souhaitez, hein, de rentrer dans un IEP, d'y faire 3 années, puis d'aller ensuite déposer un dossier pour rentrer, je vous le dis, à Sciences Po Paris, ou dans un IEP plus prestigieux, ou qui correspond davantage à vos ambitions en master. Rien ne vous oblige, quand vous rentrez dans un IEP à Bac+0, d'y passer 5 ans. Évidemment, si vous partez au bout de 3 ans, vous ne serez diplômé que du bachelor, vous n'aurez pas le diplôme de l'école. Pour avoir le diplôme de l'école, il faut y terminer sa scolarité. Mais si, n'importe quoi, enfin j'invente, là vous rentrez, mettons, à l'IEP de Rennes et que ça se passe très bien, vous avez de très bonnes notes, vous déposez à la fin de la 3e année un dossier pour rentrer à Sciences Po Paris dans un master, allez, mettons, master de l'école de droit économique, mettons, vous y faites vos 2 années, vous serez diplômé du bachelor de Rennes et de Sciences Po Paris, mais Sciences Po Paris, vous aurez le diplôme de l'école, comme si vous y aviez fait 5 ans. D'accord, les masters sont diplômants à Sciences Po Paris. Donc ça, c'est une grille, la question du prestige. Et ensuite, il y a les spécialisations. Oui, vous pouvez faire des choses très diverses quand vous êtes en IEP, mais tout IEP a ses masters de prédilection. Par exemple, si c'est le journalisme qui vous intéresse, incontestablement, Lille est l'IEP le plus indiqué, parce que les liens avec l'école de journalisme de Lille, qui est très prestigieuse, permettent ici d'avoir, disons, une équipe d'étudiants et d'enseignants très mobilisés, hein, avec une grande visibilité nationale et internationale. Si c'est les concours de la haute fonction publique française, allez à Lyon. Parce que les liens avec l'École normale supérieure de Lyon, qui forment des fonctionnaires et hauts fonctionnaires, vous permet d'avoir des prépas qui ont de très belles réussites, avec une grande émulation. Si c'est les concours de la fonction publique européenne, allez à Strasbourg, parce que la proximité de la Cour européenne des droits de l'homme, là aussi, facilite les stages, les expériences, qui valorisent vos dossiers, etc. etc. Maintenant, moi, si j'étais vous, au niveau Bac+0, je ne me poserais pas trop cette question-là. D'abord parce que si vous allez en IEP, de toute façon, vous verrez bien ce que vous aurez comme concours, puisque vous passez quoi qu'il advienne, vous présentez ces 7 écoles, donc on ne vous demande pas de sélectionner à ce stade-là, premièrement. Et deuxièmement, parce que c'est vraiment au niveau du master que la spécialisation se fait. Et comme la spécialisation se fait en master, il est tout de même, à mon avis, un peu tôt, 3 années auparavant, pour envisager de refuser une école parce que les masters qu'elle propose n'auraient pas tout à fait la visibilité escomptée compte tenu de vos propres ambitions. Vous voyez, bon, il sera toujours temps éventuellement de demander, comme je vous le disais tout à l'heure, à candidater dans un master autre lorsque vous aurez fini vos 3 années. D'autant plus que d'ici là, vos propres vœux peuvent évidemment évoluer. Alors, maintenant que j'ai présenté un peu ces différentes écoles, leurs similitudes, leurs différences, j'en arrive aux différents concours, d'accord, qui sont proposés. Je vous le disais, le concours de Sciences Po et le concours des IEP correspondent à des
des profils assez différents. Bien sûr qu'il y a des similitudes. Hein. D'abord, c'est des concours que vous pouvez passer à Bac+0. Une grande différence avec les concours qu'on passe après prépa. Hein. Tout bachelier peut présenter le concours de Sciences Po Paris, le concours de Sciences Po, Sciences Po Bordeaux ou l'IEP de Bordeaux, Grenoble, et les IEP dits en région du concours commun. D'accord? Une différence quand même note. Alors, ces concours peuvent se présenter à Bac+0, ils peuvent aussi toujours se présenter à Bac+3, quand vous avez une licence. Et en France, sur un modèle européen, on a le niveau licence, master, doctorat. Licence Bac+3, master Bac+5, doctorat Bac+8. Bon. Une différence néanmoins notable, c'est que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de présenter aussi le concours commun des IEP à Bac+1. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez par exemple raté le concours des IEP en terminale, représenter ce concours, être soumise et soumis aux épreuves l'année qui succède à votre obtention du baccalauréat. Vous avez par exemple le baccalauréat, mettons en 2025, vous ratez le concours des IEP en 2025, vous pouvez encore présenter le concours en 2026. Si vous l'avez, vous rentrerez à niveau Bac+0. Donc, d'une certaine manière, vous perdez un an, mais vous rentrez dans un IEP. Perdre un an, à mon avis, ce n'est pas du tout une difficulté. Vous allez entreprendre, évidemment, ici, toutes et tous, des études longues et difficiles. Vous verrez que sur les 6, 7, 8, 9 années de vos études, une année d'expérience à l'international, une année d'expérience professionnelle, éventuellement de réorientation, c'est extrêmement commun. Donc, ne vous dites pas « Ah là 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 là, je perds un an, c'est la honte, c'est mes études qui s'arrêtent ». Absolument pas. Je pense que ça se tente sans aucun problème. D'accord? D'autant plus que c'est intéressant, on le verra, parce que vous avez une partie du programme qui est maintenue d'une année sur l'autre pour le concours des IEP. Donc si vous l'avez préparé une année, vous maîtrisez déjà en bonne partie ce programme pour l'année suivante. En revanche, à Sciences Po Paris, comme à Bordeaux d'ailleurs, vous ne pouvez pas présenter le concours à Bac+1. Vous devez le présenter à Bac+0 ou à Bac+3. D'accord? Le concours de Sciences Po Paris. Ce qui nous intéresse ici, c'est que ce concours évolue cette année. Donc il faut évidemment que vous en ayez conscience. Qu'est-ce qui évolue ? Auparavant, je vais assez vite ici parce que la formalité du concours, ma foi, ne vous intéresse pas beaucoup. Auparavant, le concours était sur 80 points. 60 points du dossier, 20 points de l'oral. Les élèves qui passaient la barre d'admissibilité, en l'occurrence 55 sur 60 en 2024 pour le concours, étaient invités à subir l'oral. Ils ne connaissaient pas leur note d'admissibilité, ils savaient simplement qu'ils avaient passé la barre. On n'avait même pas la barre à ce moment-là, on le sait, les barres d'admissibilité et d'admission que lorsque les résultats sont publiés, mais ils savaient néanmoins qu'ils étaient admissibles, ils étaient convoqués pour passer l'oral, et cet oral était sur 20 points. Ces 20 points s'ajoutaient aux 60 précédents, et on voyait si ils étaient alors susceptibles d'être admis ou d'être admis. Bon. Vous voyez donc que l'oral avait bien sûr un rôle important qui comptait pour un quart de la note quand même, et c'est lors de l'oral que vous étiez envoyé sur tel ou tel campus, mais l'oral finalement était d'un poids relativement modeste par rapport au dossier écrit que vous aviez à composer à votre guise entre la rentrée et le début du mois d'avril, puisque c'était la date limite pour ajouter des documents sur Parcoursup. Désormais, l'oral s'est vu considérablement alourdi, puisque l'oral comptera non plus pour 20, mais pour 60 points. Autrement dit, le coefficient de l'oral triple. Ça rend évidemment l'épreuve beaucoup plus importante. Bon. Ça change totalement l'équilibre du concours. D'abord parce que Sciences Po a annoncé que beaucoup plus d'élèves allaient être admissibles. Le dossier est critiqué, y compris en interne, par Sciences Po, parce que les conditions de notation sont peut-être pas parfaitement claires, parce que il n'est pas évident d'apprécier le niveau réel d'un candidat qui, on est bien placé pour le savoir, fait ce texte avec des aides extérieures. Bon. Et donc parfois, arrivé à l'oral, des élèves qui n'étaient pas excellents, et l'oral se passait pas bien, ils n'avaient pas une bonne note à l'oral, mais le dossier qui était parfois très bon entraînait quand même leur admission, alors qu'on n'aurait pas forcément voulu les voir. Et puis à l'inverse, des élèves qui étaient très prometteurs, mais qui avaient un peu cafouillé dans la constitution du dossier, pouvaient pas être entendus à l'oral, et c'est dommage, parce que Sciences Po passait comme ça à côté, et croyez bien que malheureusement j'en ai plein en tête, passait à côté d'excellents étudiants et d'excellents étudiants. Bon. Normalement, et je pense qu'il faut s'en féliciter, ce type de bévue n'arrivera plus. Désormais, Sciences Po permettra à un nombre beaucoup plus important d'étudiants d'être admissibles, de passer l'oral. Un oral qui sera évidemment totalement déterminant puisqu'il comptera pour 50% la note totale. Sachant que l'oral, à Sciences Po, je connais, je suis au jury d'oral, donc je sais ce qu'il en est, c'est réellement l'épreuve la plus difficile et de loin. L'oral de Sciences Po est absolument redoutable, disons-le franchement. 30 minutes, ce qui est très long,
hein, surtout au niveau Bac plus 0. 30 minutes d'oral, j'y arrive dans un instant, mais avec une présentation, un commentaire d'image et ensuite un entretien pendant une petite vingtaine de minutes. Bon. Et cet oral sera d'autant plus difficile désormais que le jury disposera de votre dossier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, vous arriviez devant le jury quand vous étiez admissible et le jury n'avait que votre nom et les campus que vous demandiez. À vous de vous défendre. Désormais, le jury aura accès à votre dossier Parcoursup, enfin en tout cas à votre dossier Sciences Po, donc les textes que vous aurez écrits pour Sciences Po et vos notes, et pourra vous interroger sur votre dossier. D'accord ? Donc attention à ce que vous allez mettre dans le dossier. Désormais, Sciences Po sera en mesure de vérifier la véracité de ce que vous avez dit ou la cohérence de ce que vous avez annoncé avec vos expériences et éventuellement de vous mettre en difficulté. D'accord ? Donc, pour ce qui est du dossier, les 60 donc, premiers points, hein, la partie écrite. D'accord ? On prendra en considération les notes, les bulletins scolaires, seconde, première, terminale, les bulletins, avec les appréciations donc des enseignants, et la fiche à venir qui est rédigée lors du conseil de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre de l'année terminale, et bien sûr votre classement dans la classe. Hein, ça c'est très important, c'est pas la même chose d'avoir 15 sur 20 de moyenne, mais d'être premier de sa classe, ou deuxième, et d'avoir 16 sur 20, mais d'être 8 ou 9e. Il est évident qu'on préférera dans ce cas-là quelqu'un qui a 15, mais qui est premier de sa classe. Hein, ça permet aussi, les notes sont complètement relatives, de vous situer les uns par rapport aux autres. Donc, le dossier est fait de telle manière. Vous avez d'abord 20 points qui sont consacrés aux notes du baccalauréat, donc les notes de français et la moyenne de vos notes de spécialité en première et en terminale, titre de contrôle continu. Ça, c'est calculé par un algorithme, personne n'intervient. 20 points ensuite qui sont calculés, enfin 20 points pardon, qui sont distribués par le jury d'écrit. Deux personnes qui ne se connaissent pas, chacun met une note sur 10, on fait la somme, ça fait une note sur 20, à partir donc de vos bulletins de seconde, première, terminale, et des 4 textes qui sont communs à tout Parcoursup et que vous avez à écrire, qui seront lus par l'ensemble des jurys de vos sélectifs que vous aurez sélectionnés, expérience professionnelle, expérience associative, intérêt culturel, etc. Et enfin, 20 points, les 20 derniers du dossier, qui seront distribués en fonction donc de la finesse de la rédaction, de textes propres à Sciences Po, 3 textes du projet motivé, hein, en fait une grande lettre de motivation qui a été segmentée en 3 textes par Sciences Po, et un essai, l'essai personnel, qui repose sur cet essai personnel sur un des 5 textes sélectionnés à Sciences Po à partir des sujets publiés fin novembre. Fin novembre, Sciences Po publie des sujets. Sciences Po, voilà, sur son site. Je vais vous indiquer la CE 2024 dans un instant. Vous aurez à en sélectionner un sur les 5 et à proposer un essai, un peu à l'américaine, hein, des essais Y, qui ont une écriture libre, si possible, pleine de panache, avec un peu d'insolence, pour montrer votre capacité à sortir un peu des gonds scolaires et ainsi marquer une maturité, une réflexion politique susceptible de vous démarquer et de faire la différence. D'accord ? Alors, il est évident, je le marque ici, que Sciences Po s'adresse aux bons élèves et aux très bons élèves. Oui, c'est vrai. Il n'empêche que vous devez, bien sûr, et je le répète ici, et c'est sûr que c'est absolument essentiel et primordial, attendez, je montre ça dans un instant. Vous devrez évidemment faire attention à votre classement en terminale. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du conseil de classe du deuxième trimestre, la priorité, c'est les notes du lycée. Totalement incontestable. D'accord ? Ce serait quand même trop dommage de faire de beaux textes et d'être barré parce que vous avez trébuché dans une matière de spécialité notamment. Donc il faut faire très attention à vos notes de lycée. Il faut mettre l'accent sur vos spécialités. Ça, c'est certain. Il faut varier en même temps votre profil. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être très bon en classe. Hein. Ça ne suffit pas de faire des migrations pendulaires entre votre bureau et la salle de classe. Il faut aussi que vous ayez des expériences associatives. N'y consacrez pas trop de temps. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont vous allez réfléchir à ces expériences plus que le nombre d'heures que vous y aurez consacré. Et cette réflexion, comptez sur nous pour vous l'apporter, pour la faire maturer grâce à nos conversations, mais c'est certain que vous devrez les mentionner à l'écrit et vous devrez pouvoir vous défendre ensuite à l'oral lorsque le jury vous interrogera dessus. Ça, c'est très important. D'accord ?
Pour le l'IEP de Bordeaux, je vous le disais tout à l'heure, donc là je passe plus vite, hein, vous avez une analyse du dossier et éventuellement ensuite une, un oral d'entretien de 20 minutes. Là, attention, il y a une mise à jour qui n'a pas été faite, je suis absolument désolé. Donc j'insiste vraiment, je bascule sur le concours des IEP ici, qui est très différent de celui de Sciences Po. Le concours des IEP ne contient plus du tout de contrôle continu. Hein, donc là, l'information qui est apportée, elle est à corriger depuis 2024. Le concours des IEP a été réformé. Ce n'est plus qu'un concours qui repose sur des épreuves. Hein. Par avant, vous aviez spécialité et langue vivante, une part de contrôle continu, et puis tout ça a sauté avec la réforme Attal du baccalauréat. Donc j'insiste, attention, ne tenez pas compte des deux dernières lignes de cette diapositive. Concours commun des IEP, une journée, 26 avril 2025, hein, 3 épreuves, une épreuve d'histoire, commentaire de documents sur le sujet, la France, sur le thème La France et le monde au XXe siècle, une épreuve de langue, commentaire d'articles de presse parus dans les journaux anglo-saxons de l'année, et le plus difficile, le plus discriminant, une épreuve de questions contemporaines, une dissertation de 3 heures, qui, donc c'est à la fois le plus long et un coefficient qui est aussi lourd que l'histoire, dissertation qui repose sur au moins des 2 thèmes de l'année, sachant que cette année, les 2 thèmes étudiés seront le corps et solidarité au pluriel. Le corps, c'est la 2e année que le thème est présent. Hein. Chaque thème est là pendant 2 ans et chaque thème est décalé par rapport au précédent, ce qui fait un effet de tuilage. Donc là, le corps est maintenu parce qu'il était présent l'année dernière. L'année dernière, vous aviez corps et alimentation. L'année d'avant, vous aviez alimentation et peur. L'année d'avant, peur et révolution. Révolution, mensonge. Bon. Là, l'année qui arrive, le corps est toujours là. Donc les enjeux politiques du corps, j'arrive dans un instant. Et le sujet nouveau sur les solidarités qui sera donc maintenu pour l'année 2026 pour ceux éventuellement qui voudraient représenter le concours l'année prochaine. Alors, je vais ici un peu vite évidemment parce qu'il ne s'agit pas de faire un cours sur le corps et sur les solidarités, bon sinon on s'y perdrait, mais moi, je commencerai par dire, par exemple, alors il se trouve que je donne des cours de questions contemporaines, donc si jamais vous nous rejoignez, la question contemporaine, c'est moi qui l'assure, pas seulement, il y a quelques collègues qui font cours, mais c'est moi qui fais les vidéos intégralement, c'est moi qui rédige les cours intégralement, les polycopiés qui vous seront distribués. Et puis c'est moi qui assure la majorité des heures de cours, y compris sur place. Le corps, on pourrait peut-être déjà... je soumets à votre sagacité, et puis je vous incite à vous référer aux bibliographies qui seront mises à votre disposition pour savoir dès cet été quels sont peut-être quelques livres à lire, même si vous ne les livres, laissez-moi les lire, sauf si vous avez une appétence particulière pour un thème ou pour un ouvrage, mais je me fais fort quand même de maîtriser la bibliographie que j'ai élaborée, mais quand même écouter quelques podcasts, voir quelques films, lire quelques bandes dessinées que j'ai pu vous conseiller, hein, puisque l'épreuve de questions contemporaines, c'est une épreuve dans laquelle vous devez montrer l'étendue de votre culture, au service de la compréhension des enjeux politiques contemporains. Montrer que vous êtes capable de faire de la politique, c'est-à-dire de réfléchir aux rapports de force qui structurent et qui fragmentent parfois notre société, bien sûr en lisant un ouvrage de sociologie, de sciences politiques, d'histoire, mais aussi en allant au cinéma, mais aussi en lisant une bande dessinée, mais aussi, pourquoi pas, en faisant une partie de jeux vidéo. Que bref, pour vous, la politique, c'est quand même intéressant, dans un institut d'études politiques, elle est le tissu même de votre existence. Et que vous avez la maîtrise rhétorique pour construire une dissertation de 6-7 pages à peu près en 3 heures, ce qui est quand même assez long, hein. J'insiste, c'est une épreuve qui est intense. Hein. 7 pages en 3 heures sur des thèmes aussi larges, il faut vraiment que vous l'ayez beaucoup préparé en amont. Et que dans cette dissertation, vous parveniez à, sans les confondre évidemment, mais à utiliser à la fois des grands philosophes, la haute littérature, de la sociologie, de l'histoire, mais aussi, je vous le disais, du cinéma, des jeux vidéo, de la musique, de la peinture, de l'architecture, en fonction de ce qui vous passionne et de ce que vous aurez à nous en dire. Hein. Évidemment, encore une fois, on ne confond pas les deux. On ne fait pas semblant de penser que Machiavel et une chanson de manifestation sur la solidarité s'équivalent. Bien sûr que non. Mais les références populaires traduisent un imaginaire collectif qu'il faut aussi être capable d'interroger. Eh bien, sur le corps, déjà, moi, je commencerai en m'étonnant, en me disant, mais enfin, c'est quand même surprenant d'être interrogé à un institut d'études politiques sur le corps, parce qu'a priori, le corps, c'est ce qui n'est pas politique. Le corps semble même se soustraire aux politiques. Hein. Le politique, comme ça, de but en blanc, je dirais, c'est le Parlement, l'Assemblée, le Sénat. Le Parlement, c'est la somme de l'Assemblée et du Sénat. Éventuellement des conversations
avec des amis autour de la table, c'est les manifestations dans la rue, c'est les élections, bref, tout ce qui se passe en public. Ce sont des lieux où le corps est quand même largement caché, parce que ce sont des lieux de la transparence politique. Généralement, on montre ses papiers d'identité quand on va voter. Quand on discute à l'Assemblée, on voit bien que chaque camp est situé dans l'hémicycle pour que nul n'ignore qui est quoi exactement. Alors que mon corps, il est quand même largement dissimulé. Il n'est pas saisi par la transparence contemporaine. Je suis habillé, l'intimité, la décence veulent que même mon corps soit largement retranché à la vue de tous. Bon. Et le corps concerne l'intime. Et bien justement, et on verra comment, notamment à partir de la pensée d'un très grand philosophe qui s'appelle Michel Foucault, qui sera une des grandes références de l'année, justement, peut-être que contrairement à un a priori un peu rapide, le corps est le terrain de prédilection, d'affrontement du politique. C'est la grande thèse de Foucault qui nous dit que la modernité politique n'est rien d'autre que ça. Être moderne, c'est penser la politique à partir du corps. Entre un pouvoir moderne qui a pour seule obsession exercer un maximum d'emprise sur un corps, par différents procédés qui évolueront de siècle en siècle, et un sujet moderne qui, lui, n'a d'autre obsession que de soustraire son corps à l'emprise du politique. Voilà. Et on verra alors à partir de cette grille-là, de cet axe-là, que en fait, le corps est au cœur même de toutes les grandes questions que vous et moi nous posons et qui font le plaisir le délice de nos polémiques quand on parle politique avec des amis ou avec des adversaires. La question de la guerre. C'est vrai qu'aujourd'hui, la guerre qui se invite au cœur de l'Europe, elle met le corps du soldat, le corps du héros, le corps blessé, au cœur même de la réflexion. Le terrorisme, qui fait des victimes, y compris des victimes civiles, comme si tous les corps ne s'équivalaient pas dans des situations politiques, comme si certains corps morts étaient plus terribles encore que d'autres. La religion, pour ou contre la baya, pour ou contre le voile, bien que la religion, elle se saisit aussi de la question du corps et de sa représentation. Est-ce qu'on représente ou est-ce qu'on ne représente pas le prophète? Bon. Le soin, pensez à la Covid-19 évidemment, est-ce que tous les corps doivent être soignés? Comment est-ce qu'on peut enfermer certains corps, les corps jeunes, pour garantir la sécurité sanitaire des corps plus âgés, etc., etc. Je vous ai proposé là une très 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 rapide bibliographie. Les bibliographies complètes que je vous ai soumises, elles sont disponibles par ailleurs, mais là je ne pouvais pas, ça n'aurait pas eu de sens. Chaque bibliographie fait entre 8 et 10 pages. L'afficher sur ces slides. Mais je pense qu'une bonne dissertation sur le corps, on ne peut pas de toute façon faire l'économie de Georges Vigarello, de David Le Breton, de Romain Huette, évidemment de Michel Foucault, d'Alain Corbin. Voilà, et après, en fonction, si c'est plutôt sur le féminisme, je pense que Mona Chollet a beaucoup de choses à nous dire, mais pas que. Camille Freud-Vométrie, ça serait la même chose. Et là, on les verra bien sûr en cours ensemble. Si c'est la guerre, c'est Stéphane Audouin-Rousseau, etc., etc. Et le deuxième thème, donc, c'est celui sur les solidarités. C'est un thème qui peut paraître, alors d'abord qui est très, très, très politique. On voit bien comment est-ce qu'une année de victoire sur le cordeau et un prévu de la gauche aux élections, poser la question des solidarités, c'est bien sûr poser la question de l'histoire de la gauche. Et en cela, c'est presque émouvant comme thème parce que c'est se demander ce qu'est aujourd'hui la gauche, dans une situation évidemment très complexe. La gauche avait été électoralement défaite, elle semblait même avoir été annihilée lors des élections de 2022, elle était réduite à des groupes, en tout cas à un poids électoral infinitésimal, elle était divisée, intellectuellement en grande difficulté. La gauche, elle n'a jamais totalement remise quand même de l'effondrement intellectuel et politique du marxisme. Qu'est-ce que c'est qu'être de gauche en 2024-2025? Je pense que c'est la question quand même que pose le sujet ici. Et qu'on soit de gauche ou qu'on soit pas de gauche, d'ailleurs, peu importe ici. Mais c'est intéressant de s'interroger sur cette famille politique. Et d'ailleurs, il faudra bien sûr se questionner, avec quelques grandes références comme Jacques Julliard, qui a réfléchi beaucoup à ça. Comment continuer à se revendiquer socialiste, alors même que le socialisme, c'est-à-dire le marxisme, est sorti totalement essoré du XXe siècle. Il l'a été politiquement, parce que toutes les expériences d'application du socialisme réel en Russie, au Venezuela, à Cuba, en Chine, en Corée du Nord, au Cambodge, ont tourné à la catastrophe et au massacre. Mais il est sorti, ce marxisme aussi, essoré intellectuellement.
Hein, parce que la prédication de Marx, Marx qui pense que le capitalisme est une force révolutionnaire qui se dévore elle-même et qui nécessairement va s'effondrer sur elle-même et amener une révolution prolétarienne parce que le capitalisme grossit la masse des prolétaires, bah, moi, qu'on peut dire, c'est que cette prédiction n'a jamais eu lieu. Hein. Au contraire, on a un phénomène de moyennisation de la société. La société est constituée aujourd'hui de petits bourgeois. Hein, et les ouvriers, eux, ils se réduisent comme peau de chagrin, en tout cas dans les pays industrialisés, paradoxalement. Et en plus, les ouvriers, ce qu'ils veulent, c'est avoir un train de vie de petits bourgeois, accéder à un pavillon, la consommation, c'est pas du tout faire la révolution prolétarienne. Bon. Comment est-ce qu'on peut alors encore être de gauche, hein? Et là, ce que je vous dis là, en réalité, bien sûr, j'ai l'air de vous le dire en 2024, et donc de sortir ça de mon chapeau, mais c'est une vieille question. Déjà, à la fin du 19e siècle, Léon Bourgeois invente une nouvelle école de pensée qu'il appelle le solidarisme. Et Léon Bourgeois se dit que la solidarité, c'est le principe fondamental sur lequel on peut bâtir une nouvelle philosophie politique qui n'est ni le socialisme, ni le libéralisme, ni le collectivisme dans lequel je me noie, ni le libéralisme égoïste dans lequel je ne regarde l'autre que comme un concurrent. Et c'est quand même la grande question aujourd'hui à se poser. Comment on pense la solidarité dans une société qui est une société d'individus? La raison d'être de notre société, c'est quand même de garantir mon bonheur à moi et ma réussite à moi. Pourquoi est-ce que j'accepte le contrat social? Pourquoi j'accepte de me soumettre à la loi commune? Parce que je suis convaincu que telle est la meilleure solution pour que je puisse me réaliser au mieux selon mes vœux. La solidarité, d'une certaine manière, elle est seconde. Je ne suis pas dans une société pour être solidaire. Bon. Je suis avant tout une société et vous allez passer un concours. Ce concours répond bien à cette logique-là parce que vous voulez réussir vous. Hein, ce n'est pas un lien de solidarité qui noue les concurrents les uns aux autres dans un concours, mais au contraire de compétition. D'accord? Dans une société qui est une société donc fondée sur la compétition et sur l'individualisme, quelle place y a-t-il pour la solidarité? Hein, est-ce que cette solidarité, d'où est-ce qu'elle vient cette solidarité? Est-ce qu'elle se distingue de la fraternité, qui elle est plus chrétienne hein, dans ses fondements? Si on est tous frères, c'est qu'on est frères d'un même père, et ce père c'est Dieu. Mais la fraternité, on ne la choisit pas. Hein, on ne choisit pas sa famille. La solidarité, on la choisit. Et si on la choisit, ça veut dire donc qu'elle a des limites, des frontières. Lesquelles? Est-ce que c'est une solidarité de classe? Est-ce qu'on se réunit en fonction de ce qu'on gagne? Est-ce que c'est une solidarité ethnique, notre couleur de peau, de genre, donc en fonction de notre identité de genre, masculin, féminin? Est-ce que c'est l'âge? Ok, boomer. Est-ce que c'est une solidarité nationale qui exclut l'étranger? Vous voyez bien que là, il y a des positionnements politiques qui chatoient de l'un à l'autre. Et comment, à la fois, penser une solidarité qui, après tout, est à la source même hein, de notre modernité politique, c'est le contrat social. Le contrat social repose quand même sur l'idée que pour fuir un état de nature violent, il faut que nous signions un contrat par lequel nous sommes tous solidaires, de solidut, hein, un seul en latin, contrat par lequel donc nous nous garantissons contre les duretés de l'état de nature et contre la violence inhérente aux individus eux-mêmes. Mais comment est-ce que cette solidarité doit à la fois me protéger de l'état de nature sans effacer mon individualité? Parce que c'est toujours le risque, à partir du moment où je me noie dans un corps solidaire, ben je suis tenté de disparaître. Hein. Est-ce que alors, ce à quoi je suis très attaché, mon autonomie de jugement, mon libre arbitre, ne risque pas de s'effacer au profit d'un grégarisme qui est celui donc de ces moutons de Panurge qui adoptent une pensée unique, incapable alors d'avoir un esprit critique et incapable de faire un pas de côté? Comment au contraire faire de la solidarité l'occasion de rehausser et de garantir mon autonomie de jugement, ma dignité, et pas de me noyer dans un collectif, dans une masse qui est toujours un petit peu menaçante pour l'individu? Bon, là encore quelques références, hein, beaucoup d'autres à voir. Je vous renvoie à ma bibliographie complète qui s'étoffera hein, évidemment au fur et à mesure de l'année. Là aussi, je vous donne ces références parce qu'il faut qu'elles vous tournent un peu en tête et renseignez-vous dessus. Mais n'allez pas les lire in extenso. Enfin, je pense hein, que ça n'a pas de sens de vous dire allez lire une histoire populaire de la France de Gérard Noiriel, édition Agone 2019. Bon, c'est un ouvrage qui est long, difficile, vous allez vous casser les dents dessus, vous n'allez faire que ça de l'année, ça ne me semble pas très stratégique. Là, je vous donne parce que je pense que dans une copie, ça sera difficile de jamais parler de Gérard Noiriel, de jamais parler de Marie-Claude Blais, qui a fait quand même l'ouvrage de référence en 2007 aux éditions Gallimard sur la solidarité. Évidemment, il faudra qu'on en passe par des classiques comme Pierre Bourdieu, par des auteurs beaucoup plus contemporains comme Thomas Piketty et Julia Cagé, professeur à Sciences Po d'ailleurs à cette occasion, je le signale, ou par des sociologues de l'éducation, donc qui vous concernent en premier chef, comme François Dubay. Mais c'est peut-être pas vers eux que je vous
engagerais à vous tourner en premier chef. Allez voir ma bibliographie, vous verrez que pour ce qui est des solidarités, j'ai mis en gras les ouvrages qui me semblaient les plus incontournables et j'ai fait précéder d'un italique les ouvrages, d'un astérisque, pardon, italique non, italique c'est pour les titres, d'un astérisque, les ouvrages qui me semblaient les plus accessibles. Idem pour les films. Je peux quand même vous demander, voilà, il y a une trentaine de films par exemple que j'ai listés sur les solidarités, que des films tout public sur les solidarités, hein, ce qui n'est pas toujours le cas sur le corps, donc le corps, attention, trigger warning, il y a certains films qui sont un peu durs, un peu rudes, sur les solidarités, c'est que des films tout public, il y en a une trentaine, je pense que d'ici, octobre, vous pouvez avoir vu ces 30 films et puis réfléchir aux liens qui les entretiennent avec la solidarité, j'en parlerai évidemment dans chacun de mes cours. Alors, au cours du Parnasse, nous, ce qu'on vous propose ici très rapidement, c'est deux formules, hein, que ce soit pour Sciences Po ou pour les IEP, soit une formule à distance, soit une formule en présentiel. Si vous choisissez la formule à distance, vous avez accès à absolument tous les cours tournés et tous les colis-copiés sur la plateforme. Vous aurez la possibilité, pour ce qui est des IEP, de vous entraîner 5 fois, 5 concours blancs, en langue, en histoire, en questions contemporaines, avec à chaque fois des vidéos qui vous sont envoyées, des vidéos corrections, 2 semaines après que vous aurez soumis votre copie sur la plateforme format PDF. D'accord ? Évidemment, vous aurez moins d'interaction que si vous venez sur place en stage. Néanmoins, ce qui me semble bien, c'est une nouveauté de l'année, c'est qu'on propose un groupe Discord désormais, c'est-à-dire qu'à partir de mi-août, fin août, je pense, en fonction des matières, vous allez avoir un groupe Discord, c'est un peu comme un groupe WhatsApp si vous voulez, sauf que vos numéros de téléphone n'apparaissent pas, il n'y aura que vos noms, dans lequel vous pourrez interroger l'enseignant de la matière. Par exemple, moi, pour Sciences Po et questions contemporaines, j'aurai un groupe Sciences Po, un groupe questions contemporaines IEP, et tous les candidats des cours du Parnasse pourront m'interroger n'importe quand dans l'année, y compris donc en dehors des stages, y compris le week-end, quand vous voudrez, soit en lançant une question à l'ensemble du groupe, soit en s'adressant directement à moi, pour que je vous oriente, je vous aide, je précise une référence, je réexplique une notion à l'écrit. Bon. Et normalement, si ça se passe bien, on va comme ça toute l'année avoir une émulation qui devrait être maintenue, une interaction qui ne se limitera pas simplement à des échanges, forcément, surtout pour les groupes à distance, un peu plus limités lors d'échanges de mails beaucoup plus ponctuels. D'accord ? Il n'empêche qu'il est évident que que la formule en présentiel vous permettra de faire des progrès beaucoup plus importants à mon avis. Formule en présentiel, c'est que vous venez sur place pendant une semaine, si vous le voulez au maximum 5 fois, il y a 5 stages dans l'année, le premier c'est fin août, le dernier c'est en avril, une semaine donc à la fin de laquelle, pour ce qui est des IEP, vous avez des concours blancs. Et lors de cette semaine, vous travaillez avec moi, entre autres, et avec mes collègues, sur Sciences Po si vous le souhaitez, les IEP si vous le souhaitez, et les matières de terminale si vous le souhaitez. Attention, je vous l'indique ici, je précise, vous ne pouvez pas la même semaine en stage faire les matières de terminale, Sciences Po et les IEP. C'est trop lourd, ça ne peut pas rentrer dans un emploi du temps. Soit, au choix, vous faites les matières de terminale pour avoir un dossier aussi solide que possible. Et à côté de ça, vous préparez, et en plus, la même semaine, préparez Sciences Po avec moi, entre autres. Soit vous travaillez de votre côté les matières de terminale, on s'en occupe pas au cours du Parnasse, et toute la semaine, avec moi et mes collègues, vous préparez Sciences Po et les IEP. En gros, vous faites vraiment une semaine Sciences Po au pluriel, aussi intense que possible. Sachant que si vous venez en stage avec nous la semaine, vous avez aussi les 5 concours blancs, évidemment. Je dis 5, mais ça peut être plus. Il y a 5 au minima. Après, à minima, ceux qui ont fait les 5 stages peuvent parfaitement, les 5 concours blancs peuvent parfaitement, ils ont encore faim de s'entraîner, je ne saurais trop vous inciter à vous entraîner, demander à avoir des devoirs supplémentaires, on vous les corrigera évidemment dans les mêmes conditions. D'accord ? Mais ceux qui viennent donc en stage feront aussi les 5 concours blancs sur place. Et vous aurez évidemment accès à l'intégralité des ressources disponibles sur la plateforme. C'est absolument pas limitatif. Le stage me semble pas mal parce que vous avez bien sûr une interaction qui est beaucoup plus directe avec vos camarades, les enseignants. C'est des groupes qui font entre 15 et 20 élèves à chaque fois. Et on va, en tout cas pour ce qui est de la question contemporaine, moi je le vois bien, beaucoup plus en profondeur dans les notions. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo de 40 minutes à peu près sur la plateforme, je la traduis en cours de 2 heures. Parce que j'ai beaucoup plus de temps, parce que je peux expliquer plus finement, parce que j'ai des retours des élèves pour être capable d'être aussi précis que possible. Et à mon avis, c'est le plus efficace. Ceci étant, vous pouvez parfaitement aussi
passer par les formules à distance qui ont un avantage considérable, c'est qu'elles sont beaucoup plus légères pour vous organiser, puisque c'est vous qui décidez de quand vous voulez voir les vidéos, de quand vous voulez plancher sur les concours blancs, et donc c'est évidemment, ça se coule mieux dans les interstices de votre emploi du temps, ça ne vous prend pas une semaine de vacances. Mais néanmoins, cette semaine de stage, non seulement je pense qu'elle est assez stimulante intellectuellement, et en plus elle vous permet à mon avis de faire des progrès absolument considérables. Voilà, bon en tout cas, je vous laisse là-dessus, et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez évidemment pas à me la poser, hein, contact@lescoursduparnasse.fr, vous mettez juste dans le mail à destination de Louis Dubost, et on m'envoie le mail, bien sûr. Et donc, toutes les questions que vous voulez, hein, sur le concours de Sciences Po, les IEP, et évidemment sur la question contemporaine, hein, le corps et les solidarités, sur les films, les références, les bandes dessinées, les ouvrages, les podcasts, etc. Toute question, évidemment, est la bienvenue. Dès que le groupe Discord s'ouvrira, ça sera beaucoup plus simple encore pour nous d'échanger dans ce cadre-là, sur ces concours. J'espère vous avoir intéressé, vous avoir convaincu de présenter les concours pour ces écoles qui sont de très très belles écoles et où vous pouvez bien sûr découvrir une émulation et derrière une orientation professionnelle, je pense, de très grande qualité. J'espère ensuite vous avoir convaincu qu'on est en situation, je le crois, de vous donner un maximum de chances pour rentrer et intégrer ces concours. On en fait rentrer, nous, à peu près 1 sur 3, un candidat sur 3, hein, alors que Sciences Po, c'est 7% de reçus et IEP 10% à l'échelle nationale. Nous, on fait à peu près un tiers à chaque fois. Un peu plus en IEP, un petit peu moins à Sciences Po généralement. Et puis, il me reste à vous souhaiter un bon travail, de bonnes révisions. J'espère que vous découvrirez en tout cas, à tout le moins, des thèses intéressantes, des ouvrages stimulants, que vous verrez des films qui vous feront réfléchir aux enjeux donc, de ces thématiques que je vous ai présentées et sur lesquelles moi je me fais un plaisir de travailler cette année. Au revoir à toutes et à tous et à bientôt.